Bienvenue dans Parlons tout seul, le podcast immersif où mes monologues intérieurs s'évadent enfin de ma tête et prennent un micro. Développement personnel, médias, sciences cognitives, actualités, sujets de société. Ici, je partage mes réflexions ou celles de mon entourage, mes questions existentielles, parfois un peu absurdes, tout en essayant de comprendre le monde qui m'entoure et moi-même. Alors si toi aussi tu te surprends à débattre avec ton shampoing sous la douche, ou que tu as souvent des conversations passionnées avec ta propre tête, ce podcast est clairement fait pour toi. Alors prends ton casque et viens parler tout seul avec moi. Salut! Alors, avant de me lancer dans ce nouvel épisode, je vais t'expliquer pourquoi je compte parler de ce sujet. Moi, c'est Ophélie et je suis passionnée par un tas de choses, notamment par le sujet de l'écologie et des luttes sociales. Tu sais, le dérèglement climatique, la perte de la biodiversité, le féminisme, la lutte des classes, bla bla bla. Lors de ma première année de master, comme beaucoup d'entre nous, j'ai dû rédiger un mémoire, et c'est comme ça que j'en suis venue à me demander pourquoi la société actuelle remet encore en question les enjeux environnementaux. Gros dossier, hein. Alors pour y répondre, je ferai une série de 3 épisodes où je parlerai de l'histoire de l'écologie, de médias et de leurs responsabilités, et de ce qui se passe aussi dans notre cerveau. Mais je t'en dis pas plus et je te laisse avec le premier épisode. Épisode 1. Avons-nous été alertés sur les enjeux environnementaux ? Longtemps, le grand discours de la modernité a présenté l'histoire de l'humanité comme portée par une quête de progrès et par sa foi dans la science et la technique. C'est pour cela que nous avons pu nommer des périodes historiques par des formules remplies de bonheur et de succès, comme la Révolution industrielle, la Belle Époque ou encore les 30 Glorieuses. Ce grand et beau récit présente pourtant de nombreuses lacunes, parce qu'il invisibilise ce que la nature a subi lors de ces grandes phases de travaux. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'il passe aussi sous silence les luttes sociales qui ont réfuté ces grandes poussées modernisatrices au nom de la défense d'une planète et de ceux qui la peuplent. Aujourd'hui, l'environnement a pris une place particulière dans notre société. On en entend de plus en plus parler, en politique, dans les médias. Mais même si la prise de conscience écologique est plus visible qu'avant, les projets climaticides sont toujours en marche. Les catastrophes climatiques se poursuivent, la sécheresse augmente, les ressources s'affaiblissent, la biodiversité diminue, les incendies s'amplifient, et j'en passe. La science de l'environnement est étudiée depuis des années et des années par des scientifiques du monde entier, qui jour après jour précisent et affinent leurs études jusqu'à décerner la responsabilité certaine d'un réchauffement climatique d'origine anthropique. Bon, en gros, anthropique, ça veut dire d'origine humaine. Face à cela, en allumant notre télévision, nous pouvons faire le constat que certaines personnalités doutent encore d'un dérèglement climatique, ou encore donc de sa provenance anthropique. Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Il est là, le réchauffement climatique. Moins 3 degrés ce matin dans les Yvelines. Il y a un consensus, effectivement, sur la réalité du changement, sur ses causes et sur son évolution, non. Et vous aimez, comme un certain nombre de gens, les prévisions millénaristes. Nous pouvons alors nous demander pourquoi est-ce que les médias se méfient encore de la science ? Ou en changeant de chaîne, nous prenons conscience que le sujet du dérèglement climatique ou de la perte de la biodiversité, encore pire, sont les sujets dont on parle le moins. Puisque les médias privilégieront le sport ou l'économie par exemple, qui sont certes des sujets, mais ne devraient pas écraser celui qui définira l'avenir de l'humanité. Alors c'est parti. Depuis quand sommes-nous alertés sur les enjeux environnementaux ? D'après Dominique Reynaud, directeur de recherche au CNRS et de l'IGE, le sujet n'est pas récent, et les connaissances environnementales sont connues du grand public depuis 120 ans. La prise de conscience, elle est née au début du XIXe siècle, par le biais des scientifiques, et notamment du grand physicien français Joseph Fourier, qui a découvert l'effet de serre. Pour vous faire un petit rappel, en gros, la lumière solaire traverse l'atmosphère pour être absorbée par la Terre, qui se réchauffe. Elle renvoie alors cette chaleur, sous forme de rayons infrarouges, et la présence dans l'atmosphère de certains gaz, comme le dioxyde de carbone, empêche cette chaleur de s'échapper. Et cette découverte, elle a permis aux scientifiques de réaliser que l'atmosphère pourrait affecter la température de la planète. Alors en 1827, ce Joseph Fourier, il a publié son mémoire sur les températures du globe terrestre et des espaces planétaires, ce qui a signé l'acte de naissance de la théorie de l'effet de serre. Les physiciens ont donc suivi le mouvement et se sont rapidement penchés sur la température moyenne de la Terre.
Et en 1896, Svante Arrhenius a été le premier à estimer comment l'augmentation du dioxyde de carbone dans l'atmosphère pouvait faire monter la température de la surface de la Terre à cause de l'effet de serre. Une première prise de conscience du réchauffement planétaire a alors émergé et a soulevé de nombreuses autres interrogations. Puisque depuis la fin du 19e siècle, l'une des grandes énigmes qui a été débattue dans le monde scientifique était de comprendre pourquoi, si cette atmosphère était chauffée, dans un passé lointain, la surface de la Terre a connu des âges de glace. Alors pour info, les périodes glaciaires sont des périodes de l'histoire de la Terre où les températures ont chuté dans l'hémisphère nord. Cela a entraîné une augmentation de la taille des glaciers dans les régions froides. Plusieurs théories astronomiques, physiques et géographiques ont été avancées. Mais Svante Arrhenius a pressenti que le CO2 jouait un rôle clé dans les cycles glaciaires. Selon ses calculs, réduire de moitié le CO2 atmosphérique pourrait abaisser les températures moyennes en Europe de 4 à 5 degrés. Des conditions comparables donc à un âge glaciaire. 80 ans plus tard, la prédiction d'Arrhenius a été confirmée par des chercheurs, notamment des glaciologues de Grenoble. En étudiant des bulles d'air emprisonnées dans la glace de l'Antarctique, ils ont pu mesurer les niveaux de CO2 dans le passé. Leur analyse a montré que si la quantité de CO2 dans l'atmosphère doublait, la température moyenne mondiale augmenterait de 5 à 6 degrés. Ce qui est plutôt proche des estimations actuelles, qui prévoient un réchauffement de 1,5 à 4,5 degrés. En clair, leurs recherches ont renforcé les avertissements sur l'impact des gaz à effet de serre sur notre climat. Mais cette révélation, elle n'a pas fait l'unanimité, puisque des doutes ont été émis sur l'exactitude de ces calculs, remettant parfois en cause l'influence sur le climat. Il y a vraisemblablement eu chez certains cette conviction que notre planète possédait une forte capacité d'autorégulation. Par exemple, on pensait que les océans pouvaient absorber tout le CO2 en excès dans l'atmosphère comme une sorte d'éponge géante. Mais avec le temps, on a compris que ce n'était pas si simple et que cette capacité d'absorption, elle a ses limites. Bien sûr, tout ne s'est pas arrêté là, heureusement. Puisque dans les années 1950, on savait mesurer le CO2 dans l'air. Mais les outils n'étaient pas assez précis pour détecter une augmentation sur le long terme. Tout a changé en 1958, grâce à Charles David Keeling, un jeune scientifique américain qui a inventé un instrument révolutionnaire capable de mesurer avec une grande précision le CO2 dans l'atmosphère. Grâce à lui, on a créé la fameuse courbe de Mauna Loa, qui montre clairement l'augmentation du CO2. Cette courbe, toujours utilisée aujourd'hui, a prouvé que le réchauffement climatique était bien réel, et que les énergies fossiles, comme le pétrole et le charbon, étaient les principales responsables de cette hausse. Une avancée majeure pour comprendre et agir sur le changement climatique. Par la suite, en 1956, le New York Times a publié un article expliquant que les gaz à effet de serre, produits par nos activités énergétiques, allaient provoquer des changements durables sur l'environnement. Mais l'article pointait aussi un problème majeur, l'abondance de charbon et de pétrole. Ces combustibles fossiles, bon marché et faciles à trouver, restent attractifs pour les industries tant qu'ils génèrent du profit. C'est d'ailleurs toujours un des plus gros obstacles à la lutte contre le réchauffement climatique. Un an plus tard, en 1957, le scientifique Roger Rivelle, spécialiste du climat, a travaillé avec Hans Suess, un spécialiste de chimie physique et de physique nucléaire, sur un article qui a bouleversé les idées reçues. Ils ont montré que les océans, longtemps considérés comme des poubelles à CO2, ne peuvent pas absorber autant de dioxyde de carbone que ce qu'on imaginait. Cette découverte a prouvé que compter sur les océans pour nettoyer nos émissions était une fausse bonne idée, mettant en lumière l'urgence d'agir différemment. Le 5 novembre 1965, des experts en climat, dont ce Roger Rivelle, Wallace Brecker, Charles Keeling et Harmon Craig, se sont réunis pour tirer la sonnette d'alarme. Ils ont rédigé un rapport, destiné au président américain Lyndon B. Johnson, pour mettre en garde la société sur l'impact des activités humaines et les conséquences sur le climat. Ils alertaient notamment sur l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère et du plomb dans les océans, deux conséquences directes de la pollution. À l'échelle mondiale, les polluants ont modifié la teneur en dioxyde de carbone de l'air et la concentration de plomb dans les océans. Ces scientifiques ont identifié l'homme comme principal responsable des émissions de CO2, prévoyant leur augmentation et leur effet désastreux. Fonte des glaciers, élévation du niveau et de la température des mers, acidification des océans.
Ils ont aussi pointé du doigt les hydrocarbures comme le charbon et le pétrole pour leur rôle central dans ces émissions. Tout cela dès les années 60. Parmi eux, Wallace Brecker, un géochimiste visionnaire, a publié en 1975 un article marquant intitulé « Sommes-nous au bord d'un réchauffement climatique prononcé ?» Il a expliqué dans cet article comment un refroidissement naturel aurait pu masquer les effets du réchauffement causé par le CO2 depuis 1940. C'est aussi dans cet article qu'il a popularisé l'expression global warming, réchauffement climatique. Wallace Brecker a également prédit que les années 1970 marqueraient le début d'un réchauffement rapide. En bref, un point de non-retour que nous vivons aujourd'hui. Bon, si on passe à la vitesse supérieure, une des dates marquantes de la prise de conscience écologique dans le milieu scientifique a été 1972. Cette année-là, 4 jeunes scientifiques du MIT ont rédigé un rapport intitulé The Limits to Growth, plus connu sous le nom de rapport Meadows, à la demande du Club de Rome. Bon alors, petite info, le Club de Rome, c'était une association internationale regroupant des scientifiques, des économistes, des humanistes et industriels de 53 pays. Leur objectif était de sensibiliser les décideurs aux grands problèmes planétaires comme l'épuisement des ressources, la pollution ou la croissance économique et démographique. Et donc ce rapport Meadows, il a choqué le monde entier et est devenu un best-seller international. Pour la première fois, il a révélé les conséquences écologiques dramatiques d'une croissance économique et démographique illimitée dans un monde aux ressources finies. À l'aide de simulations informatiques, les chercheurs ont étudié les interactions entre population, production industrielle, agriculture et limites des écosystèmes terrestres. Ils ont montré qu'il était essentiel de stopper cette croissance pour éviter un effondrement mondial et pour stabiliser à la fois l'économie et la population. Les auteurs ont aussi mis en garde en disant que plus on attendrait pour agir, plus il serait difficile de mettre en place les changements nécessaires. Bon, lui, on peut pas l'oublier non plus, un autre rapport marquant a vu le jour en 1979. Celui de Jules Charney, rédigé pour l'Académie des sciences américaines à la demande du gouvernement américain, et remis donc au président Jimmy Carter. Ce rapport a prédit qu'un doublement du CO2 dans l'atmosphère entraînerait un réchauffement global compris entre 1,5 et 3,5 degrés. Alors ce qui est fou, c'est que cette estimation, réalisée il y a plus de 40 ans, reste valable aujourd'hui. Charney avait aussi averti qu'attendre pour agir serait une erreur, car cela reviendrait à ne réagir qu'une fois qu'il serait trop tard. Rétrospectivement, bien que Charney ait légèrement surestimé la croissance des émissions, son avertissement était visionnaire. En 2024, nous vivons l'année la plus chaude jamais enregistrée. Une année de plus. 2024 a une fois encore battu le record. Le climat se réchauffe de manière générale. Il se réchauffe sur tous les continents, dans tous les bassins océaniques. Nous sommes condamnés à voir ces records battus. Chaque année, il est de plus en plus probable que la température dépasse le seuil d'1,5 degré. Et à terme, dans 5 ou 10 ans, chaque année sera supérieure à 1,5 degré. Selon les scientifiques, c'est une situation inédite depuis 120 000 ans. La même année, en 1979, la première conférence mondiale sur le climat a eu lieu à Genève. Organisée par l'Organisation météorologique mondiale, le Programme des Nations Unies pour l'environnement et le Conseil international des unions scientifiques. Et elle a réuni plus de 300 scientifiques de 50 pays. Cette réunion a été la première à établir un lien clair entre les émissions de CO2 et le changement climatique. Elle a également eu un fort impact, puisque dans les décennies suivantes, de nombreux chercheurs se sont concentrés sur les gaz à effet de serre et des journalistes comme Nathaniel Rich, dans son livre Perdre la Terre, ont affirmé dès 1979 que toutes les bases scientifiques pour comprendre le réchauffement climatique étaient déjà connues. En réalité, presque tout ce que nous savons aujourd'hui sur le réchauffement climatique était déjà compris à cette époque. Certains disent même qu'on le comprenait mieux. Les alertes sur le climat ont persisté et persisté dans les années 80. Et le 10 décembre 1985, Carl Sagan, scientifique et astronome renommé, a averti le Congrès américain des dangers des émissions de gaz à effet de serre. Il a déclaré « Nous déversons du dioxyde de carbone et d'autres gaz dans l'atmosphère sans nous soucier de leur effet à long terme et à l'échelle mondiale. » Il a également souligné que ce problème allait bien au-delà de sa génération. « Si nous ne faisons pas ce qu'il faut maintenant,
nos enfants et nos petits-enfants seront confrontés à de graves problèmes. Quelques années plus tard, le 24 juin 1988, le New York Times a relayé une autre alerte marquante. James Hansen, expert climatique de la NASA, a témoigné devant le Sénat américain, affirmant avec 99% de certitude que le réchauffement climatique observé était causé par les émissions de CO2 d'origine humaine. Bon, vous l'avez compris, des alertes, il y en a eu, et face à toutes ces mises en garde, en 1988, un tournant majeur a eu lieu. La création du GIEC. Alors le GIEC, c'est l'acronyme pour dire Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Le GIEC est l'organisme des Nations Unies qui a été fondé pour rassembler, simplifier et évaluer objectivement la recherche scientifique sur le climat, afin de les rendre accessibles aux décideurs politiques. Il regroupe 195 pays, représentant presque tous les États du monde, et depuis sa création, des centaines d'experts et spécialistes ont travaillé à produire des rapports essentiels en tant qu'auteurs principaux, collaborateurs ou examinateurs. Depuis 1990, plusieurs grands rapports ont été publiés. Alors ça a commencé en 1990, 1995, 2001, 2007, 2014 et 2023. Et ces travaux sont organisés autour de 3 grands groupes de travail spécialisés. Le premier groupe travaille sur l'évolution du climat. Ce groupe analyse les changements climatiques. Au début, il se contentait d'évoquer des indices laissant supposer un réchauffement. Mais en 2007, il a déclaré que le réchauffement climatique était sans équivoque, avec une probabilité de 90% qu'il soit lié aux activités humaines. Aujourd'hui, cette probabilité est estimée à 100%. Le deuxième groupe travaille sur la vulnérabilité et l'adaptation. Ce groupe s'est concentré sur les impacts régionaux du changement climatique et les stratégies d'adaptation. Longtemps mal vu par les pays développés, parce qu'ils percevaient ça comme un aveu d'échec, l'adaptation est désormais reconnue comme essentielle, notamment parce que les pays les plus vulnérables sont les plus touchés. Et enfin, le troisième groupe travaille sur la réduction des émissions. Ce groupe s'est attaché à proposer des solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cela inclut donc la recherche des financements et le développement de nouvelles technologies. En somme, ce qu'il faut retenir, c'est qu'après plus de 30 ans de recherche, le GIEC a confirmé de manière irréfutable que l'homme est la principale cause du réchauffement climatique. Si des phénomènes naturels comme les éruptions volcaniques ont une contribution minime, leur impact est négligeable comparé aux activités humaines, qui provoquent un réchauffement inédit depuis au moins 2000 ans. Et bien sûr, en éclairant les décideurs politiques, le GIEC continue d'être un acteur clé dans la lutte contre le changement climatique. Bon, vous allez me dire, face à ce constat plus que criant des scientifiques, les États ils se sont réveillés quand même là-haut. Et bien justement, on va en parler. Pour mieux comprendre et agir face au réchauffement climatique, les États ont décidé de se réunir régulièrement lors de grandes conférences internationales. Ces premières rencontres sont appelées les sommets de la Terre et sont organisées par l'ONU tous les 10 ans pour poser les bases d'une politique mondiale en faveur de l'environnement. Le premier a eu lieu à Stockholm en 1972, donnant naissance au Programme des Nations Unies pour l'environnement. Puis en 1982, le deuxième sommet est organisé à Nairobi, au Kenya, mais ne s'est pas prolongé à cause des tensions de la guerre froide. Bon, le troisième sommet, lui, se déroule en 1992, si vous suivez bien, le sommet de Rio, qui marque un tournant avec la création de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. On va l'abréger en CCNUCC. C'est pas plus facile, mais voilà, sinon c'est trop long. Et cette convention, elle mènera ensuite aux fameuses conférences des parties à la convention. Vous savez, les COP. Ces grandes réunions annuelles bien médiatisées où les pays négocient leur engagement pour le climat. Depuis 1995, les COP rassemblent États, ONG, collectivités, entreprises et syndicats pour faire le point sur les engagements pris et en négocier de nouveaux. D'ailleurs, vous connaissez la COP climat, mais il faut savoir qu'il existe aussi une COP pour la biodiversité et une autre pour la lutte contre la désertification. Vous savez, c'est les sols qui s'assèchent et se transforment en désert à cause du réchauffement climatique. Par la suite, de 1995 à 2021, se sont défilées de nombreuses COP et négociations donnant lieu à des échecs mais également des compromis, puisque la CCNUCC a été vue comme insuffisante pour le climat et des distinctions ont été faites selon les pays développés ou non, sur qui était pollueur ou non, mais cela manquait de sanctions.
jusqu'à la création d'un fonds vert qui a été mis en place en 2009 pour accompagner les pays en développement dans leur transition énergétique et les aider à s'adapter aux effets du réchauffement climatique. En 2015, un accord historique est signé, l'accord de Paris, lors de la COP 21. Son objectif, limiter le réchauffement sous les 2 degrés, voire 1,5 degré. Pour la première fois, tous les pays, développés ou non, s'engagent à fixer leur propre objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, avec des bilans donc tous les 5 ans. Le premier compte-rendu a été fait à Glasgow en 2021. Les résultats étaient encore loin du compte, puisque l'ONU avait constaté que leur mise en œuvre aboutirait à une trajectoire de réchauffement climatique à 2,7 degrés en 2100. Selon Antonio Guterres, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, c'était le moment ou jamais pour éviter un aller simple vers le désastre. Malheureusement, tous les pays n'ont pas respecté leur accord, tels que la Russie, l'Australie, le Mexique, le Brésil, encore l'Indonésie, qui avaient soumis des objectifs inférieurs et n'ont pas souhaité les améliorer. Moteurs du changement climatique, les énergies fossiles ont été au cœur du débat comme jamais auparavant, puisque des États se sont engagés pour une sortie du charbon, la fin du financement des énergies fossiles à l'international, ou encore à ne plus livrer de nouvelles licences d'exploration et d'exploitation de pétrole et de gaz. Ces engagements se sont retrouvés dans cet accord de Paris, où a été mentionnée la sortie progressive du charbon et des subventions aux combustibles fossiles. Des accords qui depuis 30 ans n'ont jamais mis d'accord les États membres. Des coalitions ont donc été faites, telles que Beyond Oil and Gas Alliance, sous l'acronyme BOGA, où une quinzaine de gouvernements, comme la France, le Québec, le Portugal, l'Espagne, l'Irlande et bien d'autres, s'engagent à arrêter la production de pétrole et de gaz. Mais promesse sur promesse, les États entreprennent tout de même de produire 2 fois plus d'énergie fossile que ce qu'il faudrait pour rester en dessous des 1,5 degrés, et tout cela sans compter les promesses de réparation de dégâts des pays du Sud qui n'ont jamais été réparés. Comme je l'ai dit avant, les dégâts irréversibles dus aux catastrophes naturelles subies par les pays en développement, comme la montée du niveau des mers ou la désertification des sols provoquée par les pays développés, ont été énoncés. Et les pays du Sud ont demandé réparation par un mécanisme de financement qui n'a pas été accepté. Une déception globale, aussi bien pour les citoyens croyant au changement structurel de chaque pays, que pour les pays vulnérables qui attendaient depuis 12 ans l'aide financière qu'ils devaient recevoir dès 2020. Nombreuses étaient les occasions pour les États de s'emparer d'objectifs communs pour réduire leurs gaz à effet de serre. Les programmes étaient là, mais les applications n'y sont pas, donc forcément, plus personne n'y croit. Pour finir, en 2012, il y a eu le sommet de la Terre, Rio+20, qui s'est tenu donc à Rio de Janeiro, qui est connu pour avoir lancé les objectifs de développement durable, les fameux ODD, dont vous avez déjà entendu parler. Pour ceux qui ne s'en souviennent plus, les ODD définissent 17 priorités pour un développement socialement équitable, d'un point de vue environnemental, économiquement prospère, inclusif et prévisible à horizon 2030. Ils ont été adoptés en septembre 2015 par l'ONU dans le cadre de l'Agenda 2030. Et ces objectifs, ils concernent l'ensemble des pays de la planète et des acteurs publics comme privés. Mais malheureusement, 9 ans après ces mises en place, seulement 35% des entreprises européennes répondantes disent avoir développé des produits, services ou innovations spécifiques contribuant à l'atteinte des ODD. Le dernier sommet en date, Stockholm +50, marquait les 50 ans du tout premier sommet de la Terre. Lors de cet événement, les participants ont dénoncé l'exploitation de la guerre en Ukraine comme prétexte pour produire plus de pétrole et de gaz. Et alors que la coupure des livraisons russes aurait pu être une occasion en or pour accélérer la transition énergétique en Europe, c'est l'inverse qui s'est produit. Les États-Unis, le Canada et l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, avec comme pays membres l'Algérie, l'Angola, l'Arabie Saoudite, le Congo, les Émirats Arabes Unis, le Gabon et plein d'autres ont augmenté leur production à contre-courant des recommandations du GIEC. Le message porté était pourtant clair. Une planète en bonne santé est essentielle pour le bien-être de tous et toutes, pour la paix mondiale. Il est temps d'aligner les financements publics et privés sur les objectifs environnementaux et de repenser notre modèle de croissance en intégrant l'économie circulaire. Mais rien n'y fait. On le voit bien, les décisions politiques sont trop lentes. Alors à son tour, la société civile décide d'agir localement pour faire bouger les choses et se faire entendre. Un des premiers mouvements marquants qui résonne encore aujourd'hui, c'est mai 68.
Le 10 mai 1968, vers 21h30, plus de 20 000 étudiants se rassemblent dans le quartier latin à Paris. Un vent de révolte souffle sur la capitale où l'on dresse des barricades. Les forces de l'ordre se pressent autour des manifestants et à 2h15, l'assaut est donné. Les lacrymos fusent, les cocktails Molotov explosent, les pavés volent. C'est la nuit des barricades. À l'époque, le contexte est explosif. Chômage des jeunes, rejet du capitalisme, du consumérisme. Les étudiants et les ouvriers descendent dans les rues, contestent le pouvoir en place et réclament un changement radical. Beaucoup pensent que l'écologie naît à ce moment-là, mais en réalité, ce mouvement l'encourage surtout, comme il renforce aussi le féminisme et d'autres luttes sociales. L'écologie politique, elle prend son essor dans les années 70. Mais au-delà de la critique du capitalisme et de l'État, ces luttes cherchent avant tout à proposer une autre vision du développement face aux ravages de la révolution industrielle sur la planète et les êtres vivants. Mais ça, on reviendra dessus après. Et ces combats continuent. L'un des plus longs et emblématiques, c'est celui contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Tout a commencé à la fin des années 60, quand le préfet de Loire-Atlantique s'est mis en quête de trouver un nouveau site pour construire un nouvel aéroport qui desservirait le Grand Ouest de la France. Le site Notre-Dame-des-Landes a alors été choisi, mais le projet a mis du temps à se faire pour être finalement relancé au début des années 2000. Ce projet a créé une forte résistance, souhaitant protéger la biodiversité dans une zone humide, encore préservée, qui a vite été balayée par la déclaration d'utilité publique adoptée en 2008, déclencheur de nouvelles manifestations. L'opposition au projet a eu le temps de s'implanter, de s'organiser et à prendre toutes les ficelles issues des luttes précédentes. Et la ZAD, la zone d'aménagement différé, où étaient censés débuter les travaux, a été alors rebaptisée zone à défendre par les zadistes. Ces militants écologistes qui ont occupé les lieux sont au nombre de 150. Et ont vécu là, en parfaite autonomie, jusqu'à leur expulsion en novembre 2012. En février 2014, une grande manifestation à Nantes dégénère, en affrontement avec la police. Puis l'opération César est lancée, et des centaines de gendarmes et de policiers sont envoyés pour déloger les zadistes composés de citoyennes et citoyens, mais aussi d'associations. Un autre affrontement qui a fait des centaines de blessés et n'a fait qu'augmenter la colère des activistes, qui se sont rassemblés en masse dans la ZAD, allant jusqu'à 40 000 personnes. S'en est suivi une bataille juridique avec l'État en 2015, recensant 17 recours environnementaux qui ont été rejetés, et la reprise des travaux en 2016 n'a pas manqué, ce qui a fait expulser les derniers riverains et agriculteurs vivant sur la ZAD. Ce n'est finalement qu'en 2017 que le président Emmanuel Macron a organisé une médiation. Et le 17 janvier 2018, après 50 ans de controverses, le gouvernement a choisi d'abandonner le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Une victoire symbolique qui montre que la mobilisation citoyenne peut faire bouger les lignes. Mais comment parler de ces mobilisations sans évoquer ce qui les a déclenchées ? Tout commence en 1967, avec le naufrage du pétrolier Torrey Canyon, qui pollue des dizaines de kilomètres de côtes en Bretagne et en Angleterre. Puis en 1976, la catastrophe industrielle de Seveso, en Italie, qui expose des milliers de personnes à la dioxine, une substance hautement toxique. Résultat, des milliers d'animaux morts, près de 200 personnes gravement intoxiquées, et des séquelles qui affectent encore les générations suivantes, en particulier des enfants atteints de chloracné, qui est un trouble rare de la peau semblable à une forte acné, et de troubles thyroïdiens. Ce scandale sanitaire et environnemental a retenu une attention internationale sur les problèmes des risques industriels, son impact sur l'environnement et sur les habitants voisins. On continue, 2 ans plus tard. En 1978, la marée noire du pétrolier supertanker l'Amoco Cadiz. Cette marée noire frappe la Bretagne, qui est considérée comme l'une des plus graves catastrophes environnementales de l'histoire. Ce pétrolier déverse 220 000 tonnes de pétrole sur plus de 100 km de côte, anéantissant la faune, détruisant des milliers de tonnes d'huîtres et d'oiseaux, tout en mettant des centaines de pêcheurs au chômage forcé. Encore aujourd'hui, des tonnes de déchets restent enfouis dans le Finistère et les Côtes d'Armor. Donc à partir de là, ras la casquette. Les militants se réunissent et c'est comme ça que s'est créée une autre lutte écologiste victorieuse, celle du Larzac. En 1971, le gouvernement annonce l'agrandissement d'un camp militaire sur le plateau du Larzac, ce qui entraîne l'expropriation de 103 familles de paysans. Et là, c'est la révolte. Ces agriculteurs refusent de quitter leurs terres et de les voir disparaître,
Ils reçoivent le soutien de militants de tous les horizons, y compris d'anciens 68ards. 2 ans plus tard, en 1973, entre 60 000 et 100 000 personnes se rassemblent sur le Larzac. Leur stratégie, mener une guerre d'usure contre l'État, avec une résistance pacifique mais bien organisée, marche vers Paris, grève de la faim, désobéissance civile, occupation des bâtiments. José Bové, figure emblématique de la lutte, participe à une action marquante en s'introduisant dans une caserne militaire pour y détruire des dossiers. Mais la révolte du Larzac se distingue aussi par sa volonté révolutionnaire. Les manifestants s'organisent en autogestion. Ils créent des écoles, divisent les parcelles et affichent leur volonté de bâtir une contre-société. En 1980, la Cour de cassation annule les 66 procédures d'expropriation. Et en 1981, François Mitterrand abandonne définitivement le projet. Victoire. Et par la suite, ces mouvements prennent encore plus d'ampleur avec la montée du nucléaire. Après le choc pétrolier de 1973, et face à l'augmentation du prix du pétrole, la France décide de devenir le pays le plus dépendant au nucléaire du monde. Partout, des projets de centrales émergent, et avec eux, une opposition grandissante. Dès 1975, 400 scientifiques alertent l'opinion sur les dangers du plutonium. Les manifestations se multiplient, des collectifs comme le Groupe des scientifiques pour l'information sur l'énergie nucléaire publient des revues pour informer le public. Et en 1975, 15 000 personnes manifestent contre la centrale de Bugey. L'année suivante, des militants s'enchaînent pour bloquer la construction d'un centre de traitement de déchets nucléaires à La Hague. On continue. En 1977, la lutte contre le surgénérateur au plutonium Superphénix à Cress-Malville marque les esprits. Le 31 juillet, environ 90 000 manifestants antinucléaires venus de France, d'Italie, de Suisse et d'Allemagne se retrouvent pour protester contre ce projet. Alors, le plus puissant surgénérateur au monde. Parmi eux, des écologistes, des riverains, des agriculteurs, des syndicalistes et des élus de gauche. Mais la mobilisation dégénère. De violents affrontements éclatent avec les forces de l'ordre. Une centaine de manifestants sont blessés, certains grièvement, et un militant, Vital Machalon, perd la vie. Finalement, la centrale s'arrête après une série d'incendies qui la rendent plus coûteuse que rentable. Ce n'est pas une victoire éclatante, mais un soulagement. Des années plus tard, face à l'inaction du gouvernement sur les enjeux environnementaux et son incapacité à respecter ses engagements, le ministre de l'écologie de l'époque, Nicolas Hulot, annonce sa démission en 2018. Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement. Son départ crée un électrochoc. Quelques jours plus tard, le 8 septembre, la première grande marche pour le climat a lieu en France. Cet appel a été lancé sur Facebook par un citoyen, Maxime Lelong. Vous êtes sur RTL. Votre idée, elle vous est venue quoi? Le jour de la démission de Nicolas Hulot, c'est ça? C'est ça, j'ai regardé la démission de Nicolas Hulot sur Internet à 17h. Et en fait, j'ai senti vraiment une espèce d'appel explicite de sa part aux citoyens, au peuple français, à descendre dans la rue pour rappeler au gouvernement que le climat, c'est pas une option. Enfin, la protection de l'environnement et de la planète, c'est une priorité et c'est peut-être la seule priorité. Résultat, plus de 130 000 personnes manifestent dans tout le pays, dont 50 000 à Paris, faisant de cet événement la plus grande mobilisation climatique de 2018. Depuis, ces rassemblements deviennent un rituel, réunissant des citoyens et citoyennes de tous les horizons. Militants de longue date, jeunes préoccupés par l'avenir et familles impactées par les canicules. Ces marches sont plus qu'un simple cri d'alarme. Elles sont un symbole d'espoir, une manière pour la société civile de se rapprocher du monde politique, qui reste un levier essentiel pour agir face à l'urgence climatique. C'est d'ailleurs en ce sens-là qu'en 2019, la Convention citoyenne pour le climat voit le jour, sous l'impulsion d'écologistes et d'ONG dont Cyril Dion. Cyril Dion, c'est un écrivain et militant qui s'allie à des personnalités comme par exemple Marion Cotillard pour convaincre le gouvernement de créer cette assemblée participative en réponse à la crise des Gilets jaunes qui éclatait tout juste à cette période-là. C'est impossible de s'en sortir sans la démocratie. Nous vivons dans quelque chose qui ressemble plus à une forme d'oligarchie ou de plutocratie que
que de démocratie, puisque l'essentiel des décisions publiques sont orientées par des intérêts privés et pire, par les 10% les plus riches de l'élite économique. La crise écologique nous permet de mettre le doigt sur la crise démocratique, ce que Lincoln décrivait comme la démocratie, c'est-à-dire le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Nous n'avons jamais essayé. Peut-être qu'il est temps de le faire, et peut-être que c'est comme ça que nous résoudrons le problème écologique. L'idée est simple. Tirer au sort 150 citoyens et citoyennes pour débattre et proposer des mesures concrètes afin de réduire d'au moins 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, tout en garantissant une justice sociale. Il faut bien comprendre que cette initiative, c'est une première en France. D'un côté, elle donne aux citoyens un rôle direct dans la prise de décision sur l'écologie, un domaine qui est souvent jugé comme complexe et réservé aux experts. De l'autre, elle prouve que l'écologie concerne tout le monde, peu importe l'âge, le revenu ou le statut social. La Convention réussit à faire de la transition écologique un enjeu collectif et accessible. Face aux attentes, le président de la République promet de reprendre les propositions sans filtre, soit en les soumettant à un référendum, soit au vote du Parlement, soit par application directe. Mais la réalité est tout autre. 90% des mesures sont rejetées, modifiées ou édulcorées. Sur les 149 propositions, seules 15 sont adoptées sans modification, parmi lesquelles l'interdiction des terrasses chauffées et la création de parkings relais. Un résultat jugé largement insuffisant face à l'urgence climatique. Mais l'histoire l'a prouvé, les mobilisations ne s'arrêtent pas à un échec, chaque lutte nourrit la suivante, et c'est dans ce sillon que s'inscrivent les combats à venir. Comme le dit le proverbe africain, « Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin », c'est dans cet esprit que dans les années 60-70, les militants écologistes se rassemblent et donnent naissance aux premières grandes associations en France. Leur but ? Faire entendre la cause écologiste dans l'espace public et politique. C'est ainsi que voient le jour des antennes d'ONG internationales comme WWF en 1961, les Amis de la Terre en 1970 et Greenpeace en 1971, toutes issues de mobilisations contre un modèle économique destructeur pour l'environnement. À l'époque, l'un des sujets brûlants, on l'a dit, c'est la lutte contre le nucléaire. En 1962, en réaction aux essais atomiques dans le Sahara, plusieurs figures emblématiques comme Jean Rostand, Théodore Monod et René Dumont créent le mouvement contre l'armement nucléaire. Greenpeace, de son côté, s'impose rapidement comme un acteur incontournable en menant des actions spectaculaires et en s'opposant directement au pouvoir public. L'organisation est née d'une action coup de poing. En 1971, un bateau du nom de Greenpeace quitte Vancouver pour tenter d'empêcher un essai nucléaire américain en Alaska. Depuis, l'association n'a jamais cessé de se battre pour l'environnement. Certaines de ces actions ont marqué l'histoire, comme en 1985, avec le naufrage du Rainbow Warrior. Ce bateau, envoyé pour protester contre les essais nucléaires français dans le Pacifique, est coulé par les services secrets français dans le port d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, causant la mort d'un militant. Un choc pour l'ONG, qui réalise alors jusqu'où certains gouvernements sont prêts à aller pour protéger leurs intérêts. Mais les mobilisations écologistes ne se limitent pas au nucléaire. En 1972, les Amis de la Terre organisent la première grande manifestation écologique à Paris. 3000 personnes à vélo protestent contre un projet d'autoroute sur la rive gauche de la Seine. D'ailleurs, l'idée de crise écologique s'ancre peu à peu dans les esprits, notamment après leur rapport Midos du Club de Rome et le choc pétrolier de 1973. Cette même année, René Dumont publie L'Utopie ou la mort, premier grand manifeste écologiste français, et se présente à l'élection présidentielle en 1974. Vous savez, le monsieur au pull rouge. Je présente ici un programme écologique, un mouvement écologique. Et d'abord, ce mot nouveau pour beaucoup d'entre vous, l'écologie, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas un mot gadget qui a été inventé pour les besoins de cette campagne, c'est un mot créé en 1866 par le biologiste allemand Ernst Haeckel, qui étudie les rapports entre les êtres vivants et les milieux où ils vivent. Mais nous, les écologistes, on nous accuse d'être des prophètes de malheur et d'annoncer l'apocalypse. Mais l'apocalypse, nous ne l'annonçons pas. Elle est là, parmi nous. Elle se trouve dans les nuages de pollution qui nous dominent, dans les eaux d'égout que sont devenues nos rivières, nos estuaires et nos littoraux marins.
On espérait tirer de ces eaux de la mer des ressources importantes. On pensait que ce serait le grenier de l'humanité de demain, ces eaux, ces estuaires, ces plateaux continentaux. Ce sont aujourd'hui nos poubelles. Bon, il ne récolte que 1,32% des voix, mais sa candidature reste pionnière et contribue à fédérer les mouvements écologistes. Dans les années 1980-90, ces associations prennent de l'ampleur et s'organisent en réseaux internationaux. En France, la Fédération des sociétés de protection de la nature renforce son action politique et accompagne la montée en visibilité du parti Les Verts. Les associations oscillent entre deux stratégies, une approche modérée pour être écoutée dans les instances de décision et une approche plus radicale pour alerter l'opinion publique et les élus. Progressivement, elles deviennent des pivots indispensables, notamment à l'échelle locale, où elles peuvent agir directement sur les réalités du terrain. Elles développent alors des actions de sensibilisation, de plaidoyer et même de recours en justice pour faire avancer la cause écologique. Aujourd'hui, quand on parle d'écologie, on pense souvent à un mouvement politique plutôt qu'à la science qui étudie les écosystèmes et l'environnement. Pourtant, ces deux dimensions ne sont pas les mêmes. Si on reprend les bases, un courant politique défend des valeurs et des idées pour orienter la société. Il se structure en parti et choisit un nom qui reflète ses ambitions, démocrate, républicain, libéral ou écologiste. Mais ces termes sont utilisés un peu partout sans forcément signifier la même chose selon les pays ou les contextes. En politique, l'écologie se décline de multiples façons. Certains discours s'appuient sur des données scientifiques solides, tandis que d'autres prennent une tournure plus idéologique, voire mystique, avec des idées parfois éloignées des faits. Mais revenons à l'essence de la politique. À l'origine, en Grèce antique, politique vient de polis, P-O-L-I-S, qui veut dire la cité, et représente l'espace public où les citoyens débattent et prennent des décisions. La politique, c'est donc avant tout la gestion collective d'une communauté avec deux grands principes: se protéger des menaces extérieures et organiser la vie en société avec des règles communes. Aujourd'hui, la politique englobe tout ce qui concerne la gestion d'un État ou d'une organisation. Les lois, l'économie, la justice. Elle s'exerce à plusieurs niveaux, local, national, international, et implique différents acteurs et actrices, comme les élus, les gouvernements, les partis, les syndicats, les associations et même les groupes de pression. Dans une démocratie, c'est le vote des citoyens qui légitime l'action politique. Mais comme le souligne le philosophe Marcel Gauchet, même dans une société qui valorise la liberté individuelle, il existe toujours une organisation collective implicite. En d'autres termes, on reste interdépendant et la politique joue un rôle clé pour structurer nos décisions. C'est d'ailleurs ce qui la distingue de la science. L'écologie scientifique fournit des connaissances sur l'environnement et les dérèglements climatiques, mais elle ne peut pas imposer des décisions. Là, c'est la politique qui traduit ces savoirs en lois et en actions concrètes. Le problème, c'est que cette distinction entre science et politique reste souvent floue. Quand les faits scientifiques se mélangent à des valeurs ou des projets de société, ça brouille le débat public. Alors que le rôle de la science est d'éclairer les choix politiques sans les orienter. Bref, pour que l'écologie avance, il faut que la science et la politique jouent chacune leur rôle. La première apporte les faits, la seconde les transforme en décisions collectives. L'écologie scientifique étudie ce qui est, tandis que l'écologie politique défend des valeurs et imagine ce qu'il doit être. Entre les deux, il existe une synergie essentielle. Les rapports du GIEC établissent un diagnostic et la politique s'en inspire pour prendre des décisions. En France, l'écologie politique commence vraiment à se faire entendre en 1974 avec René Dumont, dont on parlait tout à l'heure, donc premier candidat écologiste à l'élection présidentielle, surnommé le zouave du pont de l'Alma, ou encore l'Einstein des Guingandais. Cet ingénieur agronome de 70 ans ne mâche pas ses mots. Il annonce l'effondrement de notre civilisation avant la fin du XXIe siècle si la croissance économique et démographique continue sur sa lancée. Certains le voient comme un extrémiste et d'autres comme un visionnaire. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, les années 70 sont un terrain fertile pour ces idées. Les premières marées noires, le sommet de la Terre à Stockholm en 72 et le rapport Meadows qui alerte sur les limites de la croissance.
Les écologistes tentent alors de s'organiser politiquement. Ils créent une fédération d'associations, le mouvement écologique, mais elle explose rapidement à cause de désaccords sur l'indépendance politique du mouvement, avec le départ notamment des Amis de la Terre, association pilier de l'écologie politique, et à cause d'éventuelles alliances avec d'autres partis. Pendant une dizaine d'années, l'écologie politique avance difficilement, avec des scores électoraux marginaux. Finalement, une nouvelle fusion a lieu, les Verts voient le jour. Mais dans les urnes, l'élan attendu ne suit pas. Les Verts cherchent un ancrage à gauche sans réussir à nouer d'alliance durable. Pendant ce temps, Brice Lalonde propose une écologie plus pragmatique et rassembleuse, menaçant de faire de l'ombre au parti Les Verts. L'écologie politique continue alors de naviguer entre idéalisme et stratégie électorale sans trouver encore sa place définitive. En 1988, Brice Lalonde devient le premier écologiste à entrer au gouvernement. 2 ans plus tard, il crée son propre parti, Génération Écologie. Pourtant, cela ne freine pas la montée des Verts, qui remportent 9 sièges au Parlement européen et font leur entrée à l'Assemblée nationale en 1997 avec 7 députés. À cette époque, l'environnement est au cœur des préoccupations. Les catastrophes s'enchaînent, Tchernobyl en 1986, les marées noires, la découverte du trou dans la couche d'ozone. Mais malgré ces alertes, l'image de l'écologie politique se dégrade. Elle est perçue comme trop radicale, voire sectaire, ce qui freine son essor. Nicolas Hulot incarne bien ces contradictions. Il tente de collaborer avec plusieurs présidents, refuse 3 fois de se présenter aux élections, subit des attaques pendant la primaire écologiste de 2012 et se fait même insulter pour son passé d'animateur télé. Lors de son passage à Notre-Dame-des-Landes, il reçoit un seau d'épluchure sur la tête. Finalement, en 2017, il devient ministre de la Transition écologique et solidaire dans un gouvernement centriste et libéral. Et comme on l'a expliqué tout à l'heure, après seulement 15 mois, il claque la porte, dénonçant l'influence des lobbies et un modèle économique incompatible avec la lutte contre la crise écologique. L'écologie politique aussi entre radicalité et pragmatisme, entre division interne et besoin de rassemblement, et les médias soulignent une faiblesse majeure. L'attention se porte souvent plus sur les figures écologistes que sur leurs idées. Avec le consensus scientifique sur les enjeux environnementaux, ces questions s'invitent progressivement dans d'autres domaines comme la littérature. Celle-ci permet de rendre les travaux scientifiques plus accessibles, en utilisant l'émotion, l'imaginaire et la sensibilité loin des discours trop techniques ou politiques. Dès les contes traditionnels, on trouve une valorisation de la nature, tout en mettant en garde contre ses dangers. Par exemple, Fabulario, qui date de 1614, un conte espagnol de Sebastián May, montre que l'Espagne prend très tôt conscience de la fragilité du milieu naturel, notamment après les grandes découvertes et les vagues de colonisation. Plus tard, au début du XIXe siècle, les contes de Grimm évoquent souvent une nature protectrice vue à travers un imaginaire matriarcal. Dans les années 50-70, certains écrivains commencent à s'emparer de la question écologique. Romain Gary, avec Les Racines du ciel de 1956, et Pierre Gascard, avec Le Présage, qui date de 1972, s'intéressent à la question animale et aux ravages de la pollution. Mais le livre qui marque un tournant est Printemps silencieux de Rachel Carson, publié en 1962. Ce best-seller mondial vendu à plus de 2 millions d'exemplaires et traduit en 16 langues dénonce le danger des pesticides et déclenche une véritable guerre contre les lobbies de l'industrie chimique. Il est aujourd'hui considéré comme l'acte de naissance du mouvement écologiste. D'autres ouvrages suivent cette lancée. En 1965, en France, Jean Dorst publie Avant que nature meure, où il évoque l'artificialisation des sols, la pollution et l'érosion de la biodiversité, anticipant la crise actuelle. Puis en 1969, Barry Commoner publie Quelle terre laisserons-nous à nos enfants, qui met en garde contre les dangers des produits chimiques dans notre alimentation et les cosmétiques, posant ainsi les bases de l'approche écosystémique, tout ça dans les années 70. Et justement, les années 70 voient arriver de nouveaux genres littéraires où l'environnement devient central. Romans d'anticipation, éco-fiction, éco-thriller et dystopie. Ces récits permettent d'alerter sur les menaces écologiques tout en proposant des perspectives.
D'ailleurs, un genre particulier se développe, le nature writing, qui explore les liens entre nature et société à travers des récits comparatifs. Plus récemment, la fiction climatique, popularisée en 2011 par le journaliste Dan Bloom, imagine un futur marqué par le réchauffement climatique. Selon Loan Treka, directrice des éditions Arcuris, ces romans décrivent soit un avenir proche, où le climat devient incontrôlable, soit un monde post-apocalyptique où les sociétés se sont effondrées sous son impact. Aujourd'hui, les enjeux environnementaux prennent de plus en plus de place dans la culture. Depuis 2018, le prix du roman d'écologie récompense un roman francophone qui aborde les questions écologiques. L'idée est de montrer que la littérature, à travers des styles variés, peut refléter la complexité des défis environnementaux et nourrir de nouveaux imaginaires. D'ailleurs, on observe qu'en 10 ans, l'offre de livres d'écologie est devenue démesurée. Le cinéma, lui aussi, s'est emparé du sujet. Né en pleine révolution industrielle, à une époque où science et progrès semblaient indiscutables, il a peu à peu accompagné la prise de conscience écologique. C'est surtout après la Seconde Guerre mondiale que l'idée d'une nature menacée prend de l'ampleur. L'arme nucléaire et les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki brisent l'illusion d'un progrès technique forcément bénéfique. L'impact écologique de ces explosions devient une première alerte. Le cinéma de science-fiction s'empare alors du sujet. Au Japon, Godzilla, d'Ichiro Honda, de 1954, incarne le traumatisme de la bombe atomique, tandis qu'aux États-Unis, Them, de Gordon Douglas, imagine des fourmis géantes, mutantes, à cause des essais nucléaires au Nouveau-Mexique. Ces films ouvrent la voie à un cinéma post-apocalyptique où la destruction de l'environnement devient un thème central. Peu à peu, la fiction ne se contente plus de fantasmer des catastrophes, elle alerte aussi sur des dangers bien réels. Dans les années 70, le cinéma commence à s'emparer des crises écologiques avec des récits de fin du monde. L'Oublié, de Cornel Wilde, de 1970, montre un monde ravagé par la pollution, la famine et la surpopulation. Quelques années plus tard, Soleil Vert, qui date de 1973 de Richard Fleischer, imagine un futur où l'humanité, faute de ressources, se nourrit de farine humaine. Dans les années 80, la fiction s'inspire de crises bien réelles. En 1985, La forêt d'émeraude de John Boorman dénonce la déforestation en Amazonie et met en avant le mode de vie des peuples autochtones. Avec ce film, le cinéma écologique sort de la pure science-fiction pour parler de l'actualité environnementale. À partir des années 90, la menace écologique devient un sujet incontournable du cinéma catastrophe. Les effets spéciaux prennent le dessus avec des blockbusters comme The Day After Tomorrow de 2004 de Roland Emmerich, où le réchauffement climatique déclenche un cataclysme planétaire. Hollywood comprend vite que l'écologie est un sujet vendeur, il mêle alors spectacle et message moral. Mais au fil du temps, le discours devient plus critique. Les films ne dénoncent plus seulement l'inconscience des sociétés, mais leur responsabilité directe dans la crise écologique. Ce pessimisme atteint son apogée avec Avatar, qui date de 2009 de James Cameron, le plus grand succès du cinéma. Ce film synthétise tous les thèmes écologiques, une industrie destructrice, un habitat menacé, une nature luxuriante inspirée de l'Amazonie, un peuple vivant en harmonie qui se rebelle et une planète qui finit par se défendre elle-même. Avatar prouve que l'écologie est un sujet qui touche et qui rapporte. Bien sûr, le cinéma ne sauvera pas la planète, mais il reflète notre rapport au monde et peut éveiller les consciences. Comme le dit Marie Amégué, réalisatrice spécialisée dans le documentaire animalier, il joue un rôle éducatif essentiel. C'est aussi un levier d'espoir. La preuve, le Festival de Cannes a créé en 2021 une sélection spéciale, le cinéma pour le climat, qui place l'environnement au cœur du débat cinématographique. Bien sûr, comment parler de cinéma récent sans mentionner Don't Look Up ? Ce n'est ni le meilleur, ni le plus alarmant, mais il a tout de même su réunir un très large public en cartonnant sur Netflix, et son slogan a même été repris dans les mobilisations climat. Alors pour ceux qui ne l'auraient pas vu, le film raconte l'histoire de deux astronomes qui découvrent qu'une comète détruira la Terre dans 6 mois. Leur mission, alerter le monde, mais face à eux,
une présidente opportuniste, des médias plus préoccupés par le divertissement et une société indifférente. Une métaphore du changement climatique, peut-être, mais avec une vision un peu simpliste. Alors déjà, la politique, elle en prend pour son grade. Meryl Streep incarne une présidente cynique, manipulant la crise pour ses intérêts électoraux, rappelant l'ère Trump et ses décisions anti-climat. Même constat pour les médias, trop légers face à l'urgence, ils transforment l'information en spectacle, une critique qui résonne aussi en France, où des journalistes engagés comme Salomé Saké ont déjà été tournés en dérision lorsqu'ils alertent sur l'urgence climatique. Autre cible du film, la toute-puissance des géants de la tech. Mark Rylance joue un milliardaire visionnaire inspiré de figures comme Jeff Bezos ou Elon Musk qui prétend résoudre la crise avec des solutions technologiques douteuses. Mais la réalité est plus complexe. Contrairement à une comète, le dérèglement climatique, lui, n'est pas un danger futur. Il est déjà là. Et la crise ne se résume pas à un combat entre scientifiques et politiques corrompus. Comme le rappelle la climatologue Valérie Masson-Delmotte, l'action climatique doit prendre en compte les inégalités, les impacts sociaux et enfin les relations de pouvoir.